Avez-vous déjà essayé de dissimuler une erreur pour au final aggraver 1000 fois la situation? À moins que vous ne vous soyez retrouvé avec un crochet à viande dans le cou, ce groupe de lycéens vous a surpassé. Ils pensent avoir commis le crime parfait, mais seulement jusqu'à ce que quelqu'un vienne crier vengeance. Désormais, leur seul espoir de survie est de découvrir qui les poursuit avant qu'ils ne les éliminent les uns après les autres. C'est l'heure d'un autre grand classique des années 90. Et je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le pêcheur au crochet dans Souviens-toi l'été dernier. Ces quatre-là sont sur le point de passer directement du lycée au cimetière. Nous sommes le 4 juillet 1996 et les adolescents de South Park terminent leur soirée en racontant des histoires de fantômes autour d'un feu de camp. Après s'être séparés pour passer un moment en tête-à-tête, ils se retrouvent tous à la voiture. Mais Barry a bu toute la soirée, alors son copain Ray propose de prendre le volant à sa place. Barry continue à se comporter de manière imprudente pendant tout le trajet du retour, renversant sa bouteille sur les autres au moment où ils prennent un virage. Mais c'est là que le drame se produit. En effet, ils percutent quelque chose au milieu de la route à toute vitesse, ce qui leur fait perdre le contrôle pour finir en tête à queue. Après avoir dérapé jusqu'à ce que la voiture s'immobilise, ils sortent tous pour aller voir ce qui s'est passé. Et comme on pouvait s'y attendre, ils trouvent la victime gisant immobile juste après le virage. Il est trop gravement blessé pour que qui que ce soit puisse l'identifier. Et après avoir vérifié son pouls, ils découvrent avec horreur que l'homme est mort. Mais les choses deviennent encore plus insensées lorsque les garçons commencent à discuter de ce qu'ils vont faire. Au grand étonnement de Julie, aucun d'entre eux ne veut appeler la police. Alors Barry déclare qu'ils doivent jeter le corps dans l'océan et laisser la nature faire son œuvre. Julie ne veut pas en entendre parler, mais les autres sont tous convaincus que c'est la seule solution. Et bientôt, ils vont se rendre compte qu'ils viennent de commettre leur plus grosse erreur. Ok, c'est la pire idée que j'ai jamais entendue de ma vie. Et s'ils décident de la mettre à exécution, rester en contact après le lycée sera le cadet de leurs soucis. Ces idiots paniquent tous parce qu'ils pensent qu'ils vont finir en prison pour homicide involontaire. Mais ils ont oublié un détail très important. Barry conduit une BMW au lycée, ce qui signifie que ses parents ont les moyens de payer un très bon avocat. Mais trêve de plaisanterie. Ils envisagent immédiatement le pire des scénarios, alors que la réalité est loin d'être aussi grave qu'ils le pensent. Après tout, il est tout à fait vrai que Ray n'avait pas bu une seule goutte d'alcool. Et quand on regarde cette route sombre, sans lampadaire, sans trottoir ni intersection, il n'y avait absolument aucune raison de penser qu'un gars puisse soudainement se tenir au milieu de la route. Sur cette base, leurs avocats pourraient certainement faire valoir qu'il s'agissait en réalité d'un tragique accident, et ils n'auraient alors à répondre que de quelques accusations mineures tout au plus. Mais s'ils décident de se débarrasser du corps maintenant, ils s'exposeront à toutes sortes de crimes qui pourraient leur valoir des dizaines d'années de prison. Même à Julie et à Hélène, qui n'ont absolument rien fait de mal jusqu'à présent. En plus de ça, ils n'ont même pas encore confirmé que le type était vraiment mort. Aux dernières nouvelles, Ray n'est pas médecin, et il est le seul à avoir pris la peine de vérifier le pouls du gars. Ce que je veux dire par là, c'est qu'après un accident traumatisant, au lieu de vérifier leur poignet, vous devez utiliser l'artère carotide des victimes, parce que c'est la méthode la plus fiable pour trouver un pouls si elles sont en état de choc ou ont subi un traumatisme. Vous devez utiliser vos deux doigts et vérifier pendant au moins 5 à 10 secondes pour être sûr. Mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas de pouls que les accidentés sont morts. C'est à ce moment-là que vous devez commencer la réanimation cardio-pulmonaire et essayer de maintenir leur circulation sanguine jusqu'à l'arrivée des secours. Si vous en êtes arrivé là, alors je vous félicite, vous êtes un vrai héros. Maintenant, comme ils n'ont pas de téléphone portable, ils doivent se séparer pour aller chercher de l'aide. J'enverrai Julie conduire Barry à la maison la plus proche, tandis que Ray et Hélène resteront ici avec le blessé. Ça permettra de séparer les membres les plus impulsifs du groupe. Et ça leur donnera à tous une chance de faire ce qu'il faut avant de gâcher leur vie pour toujours. Avant que la jeune fille n'ait le temps de se décider, ils aperçoivent d'autres phares qui approchent sur la route, ce qui provoque la panique chez les garçons qui jettent rapidement le corps par-dessus la glissière de sécurité. C'est cet idiot de Max, avec qui ils se sont disputés un peu plus tôt dans la soirée. Mais il a le béguin pour Julie. Alors il l'envoie le distraire pendant que les autres finissent de cacher le cadavre. Il se rend compte que quelque chose cloche en voyant les dégâts sur la voiture, mais ils parviennent à le faire partir sans problème. Et une fois qu'il a disparu, ils mettent le corps dans le coffre et l'emmènent jusqu'au quai voisin. Au moment où il s'apprête à le jeter par-dessus bord, Julie remarque un tatouage sur son bras où il est écrit Suzy. Et elle dit aux autres qu'il devrait peut-être vérifier son identité dans son portefeuille. Mais personne ne veut que ça devienne plus personnel que nécessaire. Après avoir discuté pour savoir qui allait le pousser, Hélène décide de le faire elle-même. Mais tout à coup, l'homme reprend conscience, tend la main et lui arrache sa tiare avant de tomber par-dessus bord.
Paniqué, Barry plonge à sa suite et tente de lui arracher la tiare des mains. Mais alors qu'il s'apprête à la saisir, l'homme ouvre soudain les yeux et le fixe du regard. Terrifié, Barry nage jusqu'au quai, abandonnant le pêcheur derrière lui. Et il retourne précipitamment à la voiture, où il oblige tout le monde à jurer de garder le secret sur ce qui s'est passé jusqu'à leur mort. La seule qui résiste encore, c'est Julie. Mais il la menace pour la convaincre d'accepter, même si elle sait que c'est une mauvaise chose à faire. Et après cette nuit, leur vie ne sera plus jamais la même. Un an plus tard, Julie revient à Southport pour la première fois depuis qu'elle est partie à l'université. Mais ces jours-ci, elle n'a pas vraiment hâte de rentrer chez elle. Sa mère remarque immédiatement que quelque chose a changé chez sa fille et qu'elle n'a parlé à aucun de ses amis depuis la nuit où ça s'est passé. Mais il y a quelqu'un en ville qui attendait depuis longtemps son retour. Quand sa mère revient du centre commercial, elle ramène une lettre adressée à Julie. Mais rien sur l'enveloppe n'indique d'où elle provient. En l'ouvrant, elle est horrifiée de découvrir un simple message écrit à la main qui dit « L'été dernier, je sais ce que tu as fait ». Inquiète, elle va rendre visite à Hélène le lendemain dans le magasin familial où elle travaille depuis que ses rêves de devenir une grande actrice se sont envolés. Après avoir lu la lettre, elles ne parviennent toujours pas à imaginer qui pourrait être l'expéditeur. Alors elle décide d'aller voir Barry pour savoir ce qu'il en pense. Barry est furieux qu'elle soit venue le voir et il leur rappelle qu'il ne devait plus jamais parler de cette nuit-là. Alors que tout le monde essayait d'oublier, Julie, intriguée, a appris que le corps de l'homme avait finalement été retrouvé et que la cause du décès avait été classée comme une noyade accidentelle. Ça n'explique pas qui a envoyé la lettre, mais Barry est convaincu de savoir qui c'est, se souvenant que Max était la seule personne à les avoir vus sur les lieux du crime ce soir-là. Ok, je déteste devoir dire ça, mais je suis d'accord avec Barry sur ce point. Normalement, si vous recevez une lettre de menace par la poste, il peut sembler judicieux de demander l'aide d'un ami de confiance. Mais dans ce cas précis, il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'était en fait une grave erreur. La vérité derrière ces propos vient de notre compréhension de la dynamique de groupe et de son influence dans les enquêtes criminelles. Selon des études, le taux d'élucidation des crimes commis par des auteurs isolés n'est que d'environ 36%. Mais pour les groupes de 2 auteurs ou plus, il grimpe à 50%, voire plus. La raison en est que même si une personne peut garder le silence, les enquêteurs peuvent les monter les uns contre les autres en s'attaquant aux maillons faibles du groupe, ce qui est exactement ce qui s'est passé ici. Vous voyez, la lettre de Julie était menaçante, mais elle était aussi incroyablement vague et ne contenait aucune accusation sérieuse ni aucune preuve. En se précipitant vers ses amis, non seulement elle rétablit le lien, mais elle avoue presque sa culpabilité par ses actions. Et c'est exactement ce que veut la personne qui a envoyé ce message. Nous ne devons pas oublier que Max était la seule autre personne à les avoir vus sur la route cette nuit-là, ce qui signifie que si ce n'est pas lui qui a envoyé la lettre, ça pourrait être un de ses propres amis. C'est pourquoi, au lieu d'en parler à qui que ce soit, il aurait été beaucoup plus intelligent de garder la lettre secrète et de continuer à vivre comme si de rien n'était. Celui qui a envoyé ce message s'attendait à une réaction, mais le fait de l'ignorer l'obligerait à repenser complètement sa stratégie. En attendant, elle pourrait observer attentivement le comportement de ses amis en attendant le prochain contact du harceleur et être attentive à tout comportement douteux. J'adopterais la même approche avec Max, puisqu'il est actuellement leur principal suspect. Au lieu de le confronter directement, ce qui ne ferait qu'aggraver les choses, ils ont besoin de se rappeler une tactique essentielle qu'ils ont déjà utilisée par le passé. Max a le béguin pour Julie, alors il pourrait se servir d'elle pour découvrir ce qu'il sait. Maintenant qu'elle est de retour en ville, Julie devrait demander à Max de se retrouver dans un lieu public, comme un parc ou un restaurant. Ses amis pourront alors la surveiller à distance. Ouais. Et Julie pourra profiter de cette rencontre pour découvrir s'il sait vraiment quelque chose ou si ce n'est qu'une piste sans issue. Et tout ça, sans faire quoi que ce soit qui pourrait rendre le groupe encore plus coupable. Ils se rendent tous les trois au marché aux poissons où travaille Max, et Barry demande aux filles d'attendre dehors pendant que lui entre pour le confronter. Il demande à lui parler en privé, et dès que Max baisse sa garde, il commence à le brutaliser, saisit un hameçon et menace de le tuer s'il n'arrête pas. Mais Max continue de faire comme s'il ne comprenait pas de quoi Barry est en train de lui parler. À l'extérieur, les filles ne sont pas vraiment satisfaites de la façon dont il a géré la situation, mais elles sont interrompues quand elles tombent sur Ray qui travaille sur les docks. Il est évident que lui et Julie ont quelque chose à régler, et les autres s'éloignent pour leur laisser l'occasion de discuter. Ils ont clairement encore des sentiments l'un pour l'autre, mais Julie dit qu'elle ne peut plus l'aimer après ce qu'ils ont fait, et elle s'enfuit littéralement en courant lorsque son conflit intérieur devient trop difficile à gérer. Pendant ce temps, à la pêcherie, Max est toujours en colère d'avoir été ridiculisé sur son lieu de travail. Mais ces homards ne vont pas se cuire tout seuls. Alors il enfile une paire de gants pour protéger ses doigts et se remet au travail. Quand il revient, il y a beaucoup plus de vapeur qu'avant son départ. Et c'est alors qu'il aperçoit une ombre passer de l'autre côté de la pièce.
Il se penche pour mieux voir, mais commence à penser que c'était peut-être son imagination. Cependant, alors qu'il baisse sa garde, un psychopathe vêtu d'une tenue de pêcheur et armé d'un crochet surgit subitement de cette brume. Et il lui transperce la mâchoire et emporte son corps avant que qui que ce soit ne puisse le remarquer. Plus tard dans la journée, Barry se rend à la salle de boxe pour se défouler. Et c'est une bonne chose qu'il s'entraîne maintenant, parce que bientôt, il va devoir se battre pour sa vie. Après s'être douché, il retourne à son casier et trouve une photo de sa voiture avec les mots « Je sais » écrits au dos. À ce moment-là, il entend un bruit de l'autre côté de la pièce. Mais quand il va voir, il n'y a personne en vue. Et bizarrement, sa veste préférée du lycée a disparu de son casier quand il y revient. Ce qui est vraiment étrange, c'est que le propriétaire dit qu'il était seul dans la salle. Et quand il se précipite dehors, il arrive juste à temps pour voir sa précieuse voiture s'éloigner. Furieux, il se lance à sa poursuite alors qu'elle fait demi-tour dans la rue. Mais c'est alors que le conducteur freine et fonce droit sur lui, obligeant Barry à courir pour sauver sa peau. Il finit par se retrouver acculé par les manœuvres dangereuses du conducteur, sans nulle part où aller. Et il est frappé si violemment qu'il est projeté à travers un hangar. Heureusement, il est toujours en vie. Mais il ne peut rien faire alors que le tueur se rapproche de lui. Et tout à coup, c'est le noir total. Quelques heures plus tard, Barry se réveille à l'hôpital, traumatisé, mais toujours en vie. Il semble que le tueur ait décidé de lui laisser la vie sauve, du moins pour l'instant. Et ses amis sont tous venus dès qu'ils ont appris la nouvelle. Barry soupçonne tout particulièrement Ray, soulignant qu'il possède exactement le même équipement de pêche que celui que portait le tueur. Mais les filles ne sont pas encore prêtes à en arriver là. Il insiste néanmoins sur le fait qu'ils ne peuvent pas aller voir la police. Mais Hélène fait remarquer que le tueur ne le peut pas non plus. Alors tout ce qu'ils ont à faire, c'est de découvrir qui il est et de l'arrêter avant qu'il ne frappe à nouveau. Leur victime s'appelait David Egan. Donc le meilleur point de départ est ses amis ou sa famille. Mais ils vont bientôt se rendre compte que résoudre ce mystère ne sera pas aussi simple qu'ils le pensent. Ok, je suppose qu'au moins maintenant, on peut être sûr d'une chose. Max n'était définitivement pas le harceleur. La bonne nouvelle, c'est que plus le nombre de victimes augmente, plus notre liste de suspects potentiels diminue. Et maintenant qu'on a eu l'occasion de le rencontrer en personne, nous pouvons faire quelques observations importantes sur le comportement de l'homme au crochet. En fait, ce qui est étrange dans ces deux attaques, c'est que le pêcheur n'a pas perdu de temps pour tuer Max, mais qu'ensuite, il a décidé de laisser Barry en vie. La seule explication possible, c'est qu'il veut les garder pour quelque chose de bien pire, ce qui correspond d'ailleurs à ses actions jusqu'à présent. Après tout, la seule raison pour laquelle il leur a envoyé des lettres, c'est qu'il veut les perturber psychologiquement pendant un certain temps avant de les tuer. Et même si ça ne semble pas être le cas, c'est en fait un avantage pour Julie et ses amis. Comme l'a souligné Hélène, il n'y a aucun risque qu'il aille voir la police. Donc tout repose sur le fait d'arrêter le tueur avant qu'il ne les élimine. Et tant qu'ils continuent à jouer avec leur esprit au lieu de finir le travail, ça leur donne le temps de réfléchir à un plan. Cela dit, Barry aurait pu mettre fin à tout ce cauchemar aujourd'hui même s'il avait eu une stratégie un peu plus efficace. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il semble que le tueur ait voulu lui rendre la monnaie de sa pièce en le renversant avec sa propre voiture. Et comme nous avons pu le voir l'année dernière, un combat entre un être humain et une voiture est en réalité perdu d'avance. Mais quand il a coincé Barry près du hangar, c'était en fait l'occasion pour lui de renverser la situation. Barry avait le choix entre 4 directions à prendre, et il a choisi la pire possible. Au lieu de courir tout droit dans la même direction que la voiture, il aurait simplement dû tourner à 90 degrés vers la gauche ou vers la droite. Après avoir pris conscience du danger, il n'avait besoin que d'environ 0,2 de seconde pour réagir. Et une personne athlétique comme Barry peut largement franchir plus d'1,50 m en plongeant latéralement de tout son corps. Il semble qu'il conduise une BMW de 1997. Donc, d'après les mesures de son empattement, de son rayon de braquage et de son rapport de direction, on peut estimer qu'elle ne pourra modifier sa trajectoire que d'environ 75 cm de chaque côté avant d'atteindre l'endroit où se trouvait Barry. Ce qui laissait au jeune homme largement le temps d'esquiver l'impact s'il avait simplement sauté sur le côté. Ça aurait envoyé le tueur s'écraser contre le hangar pendant que Barry se relevait. Et il aurait alors pu utiliser ses talents de boxeur pour lui infliger le combat de sa vie. Au moins, ils sont encore en vie. Mais à partir de maintenant, ils vont devoir se tenir prêts à se battre. La question n'est pas de savoir si, mais quand le tueur va attaquer à nouveau. Et vu qu'il ne peut pas aller voir la police, chaque rencontre sera une occasion pour Julie et ses amis de lui botter les fesses à la place et de mettre fin à ce cauchemar au plus vite. Les filles retournent chez Julie et allument le vieil ordinateur portable pour rechercher le nom de David sur un moteur de recherche. Mais ce qu'elles découvrent est encore plus choquant que ce à quoi elles s'attendaient.
Il s'avère que David a été impliqué dans un accident qui a coûté la vie à sa fiancée Suzy 1 an avant que Julie et ses amis ne le renversent. Les seules personnes encore en vie dans la famille de cet homme sont sa mère et sa sœur, qui vivent dans une maison située loin à la périphérie de la ville. N'ayant rien d'autre à faire, les filles décident de se rendre à cette adresse pour voir ce qu'elles peuvent trouver. Après un long trajet en voiture, Julie se sent frustrée par le fait que personne ne réponde à la porte. Elles sont en train de fureter autour de la maison à la recherche de signes de vie quand elles se retrouvent nez à nez avec la sœur de l'homme, Missy. Sous prétexte que leur voiture est en panne, elle demande à entrer pour utiliser son téléphone. Mais elles en profitent en réalité pour inspecter l'intérieur de la maison. Elles se rendent rapidement compte qu'elle a fréquenté le même lycée qu'elle quelques années avant elle. Et il est clair que sa vie s'est complètement effondrée depuis la mort de son frère. Ça touche beaucoup les filles. Mais elles doivent encore découvrir qui essaie de les tuer. Hélène tente donc de la piéger pour qu'elle lui révèle les noms des amis de son frère. Malheureusement, il semble que celui-ci n'en avait pas vraiment, à l'exception d'un type sympa qui est venu lui présenter ses condoléances quelques jours après sa mort, et qui s'appelait Billy Blue. À ce moment-là, Julie se sent prête à partir. Alors elle retourne à leur voiture en prétendant qu'une dépanneuse va bientôt arriver. Elle est bouleversée après avoir dû faire face aux conséquences de leurs actes. Mais avant qu'elle ne prenne la route, la jeune femme sort et surprend les 2 jeunes femmes en train de mentir. Et elle suit les filles d'un regard soupçonneux tandis qu'elle s'éloigne. Il fait déjà nuit lorsqu'elles arrivent chez elle. Et pendant qu'Hélène est dans la cuisine en train de se servir un verre, un visiteur indésirable s'introduit dans la maison. C'est l'homme au crochet. Mais au lieu d'attaquer, il se faufile directement à l'étage et disparaît dans la chambre d'Hélène au moment où elle tourne dans le couloir. La jeune fille va qu'à ses occupations habituelles, sans se douter qu'elle est observée, ni que le tueur se tient juste de l'autre côté de la porte de sa penderie. On ne sait pas combien de temps il reste là à la regarder, mais cette fois, il décide de la laisser en vie elle aussi. Et ce n'est que le lendemain matin qu'elle se rend compte que quelque chose ne va pas. Au réveil, après une nuit paisible, elle est horrifiée de découvrir que quelqu'un a remis son ancienne tiare sur sa tête. Puis a passé la nuit à lui couper de grosses mèches de cheveux en laissant le message « Bientôt » écrit au rouge à lèvres sur son miroir, juste pour la déstabiliser encore plus. Ok, elle est peut-être contrariée à cause de ses cheveux, mais cette fille n'a aucune idée de la chance qu'elle a d'être en vie. Ils sont encore loin de découvrir qui les poursuit, et pendant ce temps, le tueur s'amuse avec eux comme un groupe de PNJ en mode créatif. Ils doivent donc commencer à prendre de meilleures décisions s'ils veulent survivre. Bon, déjà, laisser sa porte d'entrée ouverte alors que vous savez très bien que quelqu'un essaie de vous tuer, c'est probablement la chose la plus stupide que vous puissiez faire. Il lui suffisait de verrouiller la porte pour que tout le plan du type tombe à l'eau. Mais la seule raison pour laquelle elle est encore en vie, c'est parce qu'il prend plaisir à les rendre dingues. Pour moi, c'est évident. À partir de maintenant, je dormirai avec les portes fermées à clé et une batte de baseball à côté du lit. Parce qu'il n'est pas question que je laisse ce taré entrer chez moi et me tuer sans me battre. Maintenant, grâce à leur visite chez Missy, les filles ont trouvé une nouvelle piste avec ce mec, Billy Blue. Et leur prochain objectif est de trouver un moyen de le localiser. Mais quand on y réfléchit de manière logique, c'est un peu une perte de temps et d'énergie. En effet, réfléchissez-y de cette manière. Quel que soit le coupable, nous savons que ces 4 personnes sont ses seules cibles. Et il ne va manifestement pas les livrer à la police. Cela dit, ils doivent tirer les leçons de leurs erreurs vu ce qui s'est passé avec Max. Et au lieu de se concentrer sur la recherche du meurtrier, ils devraient plutôt essayer de laisser le meurtrier venir à eux. Jusqu'à présent, il s'en est pris à tous les membres du groupe, sauf à Ray. Si tant est que ce n'est pas lui le tueur, il y a de fortes chances qu'il soit la prochaine cible. Pour le moment, il devrait garder le plan secret entre Julie, Hélène et Barry et utiliser Ray comme appât vivant. S'il te plaît, Ray, on peut faire comme si on voulait te tuer, mais sans vraiment le faire? Bien sûr! Je garerai leurs 2 voitures devant la maison d'Hélène cette nuit-là pour faire croire qu'ils la protègent, alors que Ray sera tout seul. Mais en réalité, ce ne sera qu'un leurre, parce qu'ils vont discrètement sortir de la maison sans être vus et surveiller la maison de Ray pour repérer toute activité suspecte. Avec ce piège, ils pourraient attraper le tueur au moment où il s'apprêtera à commettre un autre de ses méfaits ou surprendre Ray quand il s'apprêtera à passer une nouvelle nuit à tourmenter ses anciens potes. Et dans les 2 cas, ça leur donnerait une chance d'attraper ce type par surprise avant qu'il ne fasse une nouvelle victime. Dès que Julie apprend ce qui s'est passé, elle saute immédiatement dans sa voiture et part voir comment va son ami. Mais elle est loin de se douter qu'une surprise l'attend. Elle roule sur la route, les mains fermement posées sur le volant, quand elle remarque un chapeau mystérieux sur la banquette arrière. C'est alors qu'elle commence à entendre un étrange bruit de grattement provenant de quelque part à l'intérieur.
Pressentant un problème, elle se gare rapidement pour vérifier le coffre. Mais rien ne pouvait la préparer à ce à quoi elle allait être confrontée. Parce que lorsqu'elle l'ouvre, elle trouve le corps sans vie de Max, recouvert de dizaines de crabes. Et après avoir failli être renversée par un autre véhicule, la seule chose qui lui vient à l'esprit est de courir jusqu'à la maison de son ami située dans le pâté de maison voisin. Après avoir raconté aux autres ce qui s'est passé, ils la suivent jusqu'à la voiture. Mais ils découvrent que le corps a déjà disparu, ce qui fait passer Julie pour une folle aux yeux de ses amis. Elle est convaincue que le tueur ne fait que jouer avec leur esprit avant le grand final. Mais Barry a une autre idée sur l'identité du responsable. Ils se rendent tous chez Ray et Barry lui assène un coup de poing dès qu'il s'approche de lui. Toujours convaincu que c'est lui le responsable des agressions. Les filles les séparent rapidement, insistant sur le fait qu'ils doivent travailler ensemble s'ils veulent attraper le vrai tueur. Et c'est là qu'Hélène a une autre idée. Sachant que sa sœur aînée a obtenu son diplôme la même année que David, ils décident de consulter son ancien album de fin d'année pour voir s'ils peuvent trouver des photos du mystérieux Billy Blue. Personne ne correspond à ce nom dans l'album, alors ils se disent qu'il a peut-être utilisé un surnom. Après avoir encore une fois échoué, ils décident de rapporter l'album à Missy pour voir si elle peut l'identifier. Le seul problème, c'est que Ray refuse de s'approcher de la maison et qu'Hélène est censée défiler sur un char à la parade du 4 juillet. Et il faut qu'elle, mais aussi Barry, soient présents à la parade au cas où le tueur se montrerait. Mais Ray pense qu'il devrait simplement limiter les dégâts et quitter la ville tant qu'ils en ont encore la possibilité. À vrai dire, il a raison. Mais Julie en a assez de fuir, et elle veut maintenant mettre fin à cette histoire une bonne fois pour toutes. Alors, s'il ne veut pas l'aider, elle ira voir Missy toute seule. Ok, ça c'est intéressant, parce que même si Hélène doit faire son apparition au défilé, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ce que je veux dire, c'est que du côté positif, c'est un endroit extrêmement public, avec une sécurité supérieure à la moyenne, où l'attention de tout le monde sera focalisée directement sur elle. Alors ça devrait rendre les choses sacrément difficiles pour le pêcheur de surgir et de faire son truc. Il est presque certain qu'il sera là pour surveiller. Mais s'il veut attaquer, il aura besoin d'une occasion favorable. Et le fait de le savoir leur donne une chance de renverser la situation. Elle ne peut pas être attaquée tant qu'elle se trouvera dans un lieu public. Donc au lieu de monter sur le char avec elle, Barry devrait simplement se déguiser comme un simple spectateur au milieu de la foule. En bref, sans que ça ne se remarque trop, il pourrait surveiller tous les mouvements d'Hélène pendant le défilé et garder un œil sur tous ceux qui semblent l'observer un peu trop attentivement. Comme tout ado l'aurait fait à 13 ans à l'époque, parce que Sarah Michelle Gellar, c'était quelque chose. Le moment où il est le plus susceptible de frapper sera lorsqu'elle se trouvera brièvement dans un endroit privé, comme chaque fois qu'elle se rendra aux toilettes, dans sa loge ou dans les coulisses. Au lieu de monter la garde juste devant la porte, Barry devrait rester à couvert et garder ses distances pour donner aux tueurs une chance de tomber dans leur piège. Maintenant, puisqu'ils savent que leur vie est en danger, ils devraient tous les deux porter sur eux un objet pour se défendre. Ils ne peuvent pas exactement se promener dans le défilé avec un arsenal de flingues à la vue de tous, mais il existe tout de même de nombreuses options discrètes qu'ils pourraient utiliser. Bien entendu, la meilleure option serait de rassembler toute arme discrète et de balancer la sauce. Mais si c'est pas possible, ils devront alors se débrouiller avec ce qu'ils ont sous la main. Sinon, les bombes lacrymogènes et les tasers sont très largement distribués dans leur état. Ils seraient faciles à cacher dans leur costume et incroyablement utiles en cas de combat. Par ailleurs, Hélène porte déjà son sceptre, qui pourrait certainement être utilisé pour défoncer quelqu'un si nécessaire. Je dis ça comme ça. Quant à Barry... bon, il pourrait inclure une canne dans son déguisement, ce qui lui donnerait l'air d'un vieil homme frêle, tout en lui fournissant une arme solide avec une bonne portée pour contrer le crochet du tueur. Parce que ce truc, c'est pas vraiment petit. S'il attaque, la clé sera d'utiliser leur supériorité numérique à leur avantage et de l'encercler pour l'attaquer sous plusieurs angles. Au lieu de chercher à le mettre immédiatement à terre, ils devraient plutôt se concentrer sur le fait de le désarmer. Parce qu'une fois qu'ils le débarrasseront du crochet, tout deviendra beaucoup plus facile. Je veux dire, il ne sera alors plus qu'un type normal vêtu d'un équipement de pêche encombrant, pas vrai? Dans tous les cas, ils devraient être largement capables de travailler ensemble pour le submerger, le neutraliser et jeter son corps à la mer pour ne plus jamais avoir à s'occuper de ce connard. Le défilé commence comme toutes les autres années. Mais alors qu'Hélène salue tout le monde depuis son char, elle remarque un nombre impressionnant de personnes dans la foule. Voyant quelqu'un qui lui semble suspect, Barry se précipite dans la foule et le terrasse sans hésiter, avant de se rendre compte qu'il s'agissait simplement d'un vieil homme qui portait la mauvaise tenue au mauvais moment. De son côté, Julie retourne à la maison de la victime et trouve sa sœur en train de nettoyer du poisson dans l'arrière-cour. Elle pense que c'en est fini quand la jeune femme se précipite vers elle avec un couteau ensanglanté dans la main. Mais en réalité... Missy n'a aucune intention de lui faire du mal. Quant à ses amis, ils sont toujours au même endroit dans le défilé. Mais désormais, peu importe où Hélène regarde, elle voit des pêcheurs surgir de partout.
À vrai dire, il est impossible de savoir qui ils sont. Mais l'un d'entre eux, qui observe depuis le toit avec un hameçon brillant dans la main, semble être un sérieux candidat. Julie demande à la jeune femme de jeter un œil à l'album de fin d'année, essayant de lui faire désigner ce Billy Blue sans lui expliquer pourquoi elle a besoin de le trouver. Frustrée, Missy finit par avouer qu'elle sait déjà comment son frère est vraiment mort. Et elle raconte qu'il n'a pas réussi à poursuivre sa vie après avoir causé l'accident qui a tué sa fiancée. Et elle a caché la vérité pendant toutes ces années parce qu'elle avait besoin de l'argent de l'assurance. Elle va dans la remise et revient avec un mot qu'elle pense être de son frère, disant « Je n'oublierai jamais l'été dernier ». Mais Julie y voit immédiatement une menace du tueur. Confuse, Julie admet avoir vu son frère le soir de sa mort, mentionnant même le tatouage sur son bras avec le nom Suzy. Mais la jeune femme insiste sur le fait qu'il n'a jamais eu de tatouage, avant de lui crier de quitter la propriété avant qu'elle ne cause d'autres problèmes. Ça n'a aucun sens. Mais lorsque Julie regarde les choses sous un angle différent, elle comprend enfin la situation dans son ensemble. La personne qu'ils ont renversée n'était pas David, ce qui signifie qu'ils ont suivi une piste qui menait vers une impasse pendant tout ce temps. En ville, les festivités du 4 juillet battent toujours leur plein. Et il est maintenant temps d'annoncer la reine de beauté locale de cette année. En tant que championne en titre, Hélène a pour mission d'aider à juger le concours de talent. Mais même si les chants horribles des participantes la distraient, elle est encore plus perturbée par la crainte que le tueur ne frappe d'un instant à l'autre. Barry est sur le balcon et observe la scène d'en haut. Mais il aurait vraiment dû surveiller ses arrières, car pendant qu'il est concentré sur la scène, l'homme au crochet se faufile discrètement derrière lui et commence à l'attaquer avant même que quelqu'un dans la foule ne s'en aperçoive. Hélène assiste à la scène, bondit de son siège et se met à crier à plein poumon. Mais la foule l'encercle, pensant qu'elle fait une sorte de crise émotionnelle. Et pendant que tout le monde est distrait, ça laisse au tueur tout le temps nécessaire pour finir le boulot. Finalement, elle arrive à convaincre un des policiers de la suivre en haut. Mais quand ils y arrivent, il n'y a aucune trace du pêcheur, pas plus que de son copain. Ce qui donne l'impression que tout ça était uniquement dans sa tête, même si elle sait qu'elle dit la vérité. Ok, et moi qui pensais que le spectacle de talent des reines de beauté était la chose la plus pénible que nous verrions de toute la journée, vous savez, certaines personnes atteignent leur apogée au lycée, c'est un fait. Mais ce mec a touché le fond quelques mois après avoir obtenu son diplôme et n'a cessé de sombrer depuis. En général, on n'a que 2 chances de pouvoir affronter le tueur, mais d'une manière ou d'une autre, tes compétences en matière de survie se sont aggravées la 2e fois. Alors Barry, c'est pour ça que tu as merdé. Il est logique que les conséquences de tes actes finissent par te rattraper, parce qu'après tout ça était presque entièrement de ta faute depuis le début. Cela dit, si t'as pu tuer une fois, tu devrais être capable de le faire une 2e fois. Mais c'est là tout le problème. Il est mort uniquement parce que tu es un crétin fini. Le pire, c'est que tu savais que ce type en avait après vous 4, et pourtant, il ne t'est jamais venu à l'esprit que toi, tu pourrais être la prochaine cible. Non mais sérieusement, qui de vous deux semblait le plus facile à tuer? J'ai donc une mauvaise nouvelle pour toi, Barry. On dirait que tu viens de merde. Et il n'apparaîtra certainement pas dans le 3e volet. Constatant qu'elle est très secouée, l'adjoint insiste pour raccompagner Hélène chez elle. Mais malgré toutes ses tentatives pour lui expliquer ce qui s'est passé, il refuse catégoriquement de croire à son histoire. Alors qu'il roule sur la route principale, il tombe sur un barrage routier inattendu, ce qui les oblige à emprunter une ruelle latérale. En tournant au coin de la rue, ils aperçoivent un homme avec un véhicule en panne qui bloque le passage. Sans se douter de rien, l'adjoint sort pour lui donner un coup de main. Mais c'est un piège, et avant même qu'il ne comprenne ce qui se passe, le tueur sort son crochet et le lui enfonce dans la poitrine. Paniquée, Hélène cherche désespérément un moyen de sortir de la voiture de police, tandis que l'homme au crochet tourne lentement son attention vers elle. Sa seule option est de donner un coup de talon dans la vitre et de courir pour sauver sa vie. Mais il n'abandonnera pas tant que toutes les personnes responsables ne seront pas mortes. La jeune fille se précipite vers le magasin de vêtements de sa famille, où sa sœur aînée Elsa travaille encore tardivement pour faire l'inventaire. Il faut environ 5 jours ouvrables à sa frangine pour ouvrir cette maudite porte, mais elle finit par entrer juste avant que le pêcheur ne l'attrape. Elle n'a pas le temps de s'expliquer, alors elle court à l'étage pour appeler la police tout en demandant à Elsa de s'assurer que les 2 portes sont bien verrouillées. Mais vous vous en doutez, il est déjà trop tard, parce que lorsqu'elle va vérifier l'autre entrée, elle est subitement prise en embuscade par le tueur qui lui ouvre la poitrine juste au moment où elle se retourne. Hélène entend l'agression. Elle raccroche le téléphone et appelle nerveusement sa sœur, mais celle-ci ne répond pas. Elle se dirige alors vers la sortie, mais c'est à ce moment-là qu'elle entend un bruit derrière elle. Et quand elle se retourne pour voir d'où ça vient, le tueur surgit de sa cachette parmi les mannequins et la plaque au sol. Elle
Elle parvient à s'échapper grâce au plastique qui l'emprisonne. Mais les autres portes sont déjà verrouillées, ce qui l'oblige à se hisser jusqu'au grenier à l'aide du vieil ascenseur manuel. Il lui assène quelques coups aux jambes à travers l'interstice, mais elle parvient à se hisser suffisamment pour pouvoir atteindre l'étage, avant qu'il ne réapparaisse juste devant elle quelques secondes plus tard. Mais elle réfléchit vite et ouvre une fenêtre pour pouvoir sauter juste à temps, utilisant des déchets d'une benne à ordures voisine pour amortir sa chute. Le plan fonctionne, ou du moins c'est ce qu'elle pense. À présent, tout ce qui la sépare de la sécurité de la foule, c'est une courte distance à parcourir dans une ruelle sombre. Mais alors qu'elle est sur le point de l'atteindre, le tueur la prend brutalement en embuscade derrière une pile de pneus. Et bien qu'elle fasse de son mieux pour se défendre, elle finit par être maîtrisée tandis que ses cris sont couverts par le son de la fanfare et des feux d'artifice. Ok, bon sang, c'est vraiment pas de chance pour Hélène. Une année, t'es la reine de beauté locale qui rêve de réussir dans une grande ville, et l'année suivante, tu te fais tuer par un pêcheur zombie derrière le magasin de pneus. Eh bien, je suppose que c'est ça le show business. Bon, je rejette la moitié de la responsabilité sur sa sœur, parce que même si Hélène a littéralement dit « je suis attaquée », elle a réagi avec la même urgence qu'une personne âgée qui prend des billets de loterie dans une station-service. Elsa était inutile dans un combat, mais elle aurait été un bouclier de viande parfait dans une situation d'urgence. Et c'est pourquoi la meilleure approche aurait été de rester ensemble. Leur téléphone était à l'étage supérieur, et il semblait n'y avoir qu'un seul moyen d'y accéder à part l'ascenseur manuel. Du coup, pendant qu'une des filles contactait les flics, l'autre aurait pu défendre l'escalier. Il leur aurait alors suffi de tenir la position en hauteur jusqu'à l'arrivée des renforts. Et se battre en position défensive depuis un endroit surélevé leur aurait en plus donné beaucoup plus de chances de le repousser. Maintenant, même après que tout est terriblement mal tourné, Hélène a fait un geste absolument décisif en sautant de la fenêtre du 3e étage à la manière d'Assassin's Creed. Mais c'est également là qu'elle a commis sa plus grosse erreur. En réalité, elle a eu de la chance de survivre à cette chute, compte tenu de tous les déchets dangereux qui s'entassaient à l'intérieur. Sachant que le tueur était toujours à ses trousses, elle aurait absolument dû prendre une arme dans la benne à ordures avant de partir, ce qui lui aurait permis de le repousser et de rejoindre la sécurité de la foule. Incapable de joindre ses amis, Julie retourne au port où elle trouve Ray en train de travailler sur son bateau. Après avoir mené quelques recherches supplémentaires, elle pense désormais que le véritable meurtrier est le père de Suzy, Ben Willis, qui a tué David pour venger la mort de sa fille et qui quittait les lieux du crime lorsqu'il a été accidentellement percuté par leur voiture. Ça explique le tatouage, le corps retrouvé et la raison pour laquelle il ne peut pas aller voir la police. Mais il reste encore un petit détail à éclaircir. En regardant le nom de son bateau, elle se rend compte qu'il s'appelle Billy Blue. Ce qui révèle que Ray est en fait l'ami qui s'est rendu chez la famille après l'accident. Ray la poursuit sur le ponton, mais il est surpris lorsqu'il se fait plaquer au sol par un pêcheur inconnu. Pensant qu'il est là pour l'aider, Julie saute sur le bateau de l'homme pour se mettre à l'abri. Il ne lui faut qu'un instant pour réaliser son erreur, mais il est déjà trop tard à ce moment-là. Elle fait la découverte choquante que son soi-disant sauveur était en fait le pêcheur. L'homme empoigne son crochet et commence à la suivre alors qu'elle se rue à travers le bateau. Mais il la rattrape facilement, peu importe où elle va. Elle trouve un pistolet lance-fusée et le charge rapidement, mais elle le laisse accidentellement tomber par-dessus bord lorsque le pêcheur accélère. Quand elle voit qu'il vient vers elle, elle n'a d'autre choix que de descendre dans la cale par une trappe dans le pont. Et elle utilise toute sa force pour la maintenir fermée alors qu'il tente d'ouvrir la grille avec son crochet. Au même moment, Ray saute dans un canot et se précipite pour rejoindre le combat. Mais il est rapidement rattrapé par le capitaine qui commence à se battre avec lui, tandis que Julie en profite pour reprendre son souffle. Dans la bagarre, il tombe sur une des commandes, ce qui envoie un des filets de pêche à l'eau sur le côté du bateau. Une seconde plus tard, Julie surgit par une autre trappe, mais elle le distrait et permet au capitaine de le jeter par-dessus bord. Heureusement, il est sauvé par le filet et parvient à s'y accrocher de toutes ses forces pour sauver sa vie. Avec un des amis hors jeu, l'homme au crochet se remet à poursuivre Julie, la coinçant dans la cale sans aucun moyen de remonter. Réfléchissant rapidement, elle trouve une petite trappe qui mène à une autre zone de stockage et tente d'escalader la montagne de glace pour atteindre le pont. Mais en creusant, elle découvre avec horreur que les corps de ses deux amis sont ensevelis à l'intérieur. Arrivée à une échelle, elle est à nouveau interceptée par le pêcheur. Mais Ray remonte à bord du bateau juste à temps et lance une partie du gréement directement au visage de l'homme. Il court pour aider Julie, mais ils ne vont pas très loin avant que le tueur ne se relève. Il repousse son ami et attrape la jeune fille pour l'empêcher de s'échapper. Mais quand il prend son élan pour porter le coup fatal, son crochet se prend soudain dans une des cordes. Ray actionne alors le levier et le hisse en l'air, ce qui lui coupe la main quand elle se prend dans la machinerie, avant de le laisser finalement tomber tête la première dans l'eau sombre. Une fois en sécurité sur le rivage, Ray explique qu'il s'est rendu chez la famille uniquement parce qu'il était rongé par la culpabilité. La police leur apprend que le corps de l'homme n'a jamais été retrouvé et que tout ce qui reste est le crochet
crochet qui s'est pris dans le filet de pêche. Et maintenant que le passé est enfin derrière eux, ils vont tous les deux pouvoir reprendre une vie normale. Une autre année s'écoule sans autre incident. Et Julie a presque oublié toutes ses attaques. Mais un jour, alors qu'elle est dans les douches, elle trouve une autre lettre mystérieuse sur le banc. Heureusement pour elle, il s'agit simplement d'une invitation à la fête organisée par la sororité au bord de la piscine. Mais lorsqu'elle retourne sous la douche, elle trouve les mots « Je sais toujours » écrits sur la porte vitrée. Et soudain, le tueur surgit de l'autre côté et se jette sur elle alors que l'écran devient noir. Il semble que l'homme au crochet ne soit pas mort finalement. Mais s'il y a une leçon à tirer de ce qui s'est passé ici, c'est que quand tu laisses un homme pour mort, assure-toi qu'il est vraiment cané. Souviens-toi l'été dernier. Écrit par Kevin Williamson, le même auteur qui a écrit le premier Scream, un chef-d'œuvre du cinéma d'horreur pour ados des années 90. Moins on en dit sur la suite, mieux c'est. Mais j'étais super excitée par la sortie du remake de 2025, parce qu'il était clair qu'il allait être phénoménal et allait sublimer l'horreur. Quoi qu'il en soit, si vous auriez fait les choses différemment, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment Battre pour découvrir d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Nous, on se retrouve dans le prochain épisode. Et d'ici là, passez une excellente journée!